Mélanie, on y va. Alors là, avant d'avoir le keynote de clôture, nous allons parler de la rupture du contrat de travail. C'est évidemment aussi un des points clés de la réforme. On va donc parler barémisation. L'objectif affiché, eh bien, c'est d'accroître évidemment la prévisibilité des effets de rupture pour l'employeur. Et on a décidé de regarder ce sujet en se disant, bah oui, bien sûr, bénéfice pour l'employeur, barémisation, mais dans cette réforme, dans les éléments, dans le dispositif de la rupture du contrat de travail, il y a aussi des éléments qui sont bénéfiques aux salariés. Alors, on va déjà commencer par le point de vue de l'employeur, en déroulant un peu quels sont les éléments qui vont simplifier la vie des entreprises. Allons-y. Alors, tout d'abord, c'est encore un point qui est donc à l'étude, puisqu'on a pour notre part pris connaissance du projet de décret à ce sujet. C'est les modèles de lettres de licenciement, puisque du coup on va bientôt pouvoir en gros remplir des formulaires CERFA qui effectivement en gros tiendront lieu de la classique lettre de licenciement que vous avez à envoyer aux salariés. Alors sur les projets de décret, bon, ils vont être modifiés. Il y a eu quelques coquilles. Nous, ce dont on a pris connaissance, c'était dans les cas de licenciement pour motif personnel, licenciement disciplinaire, et puis les 3 cas inaptitude, pardon, et puis les 3 cas de licenciement économique, donc individuel, moins de 10 et plus de 10. Ces projets, on peut en dire un mot sans rentrer donc dans le détail puisqu'ils vont être modifiés, il y avait quelques petites coquilles dedans. C'est que c'est plus en gros une checklist que réellement une lettre de licenciement qui va être utilisable telle qu'elle et envoyée aux salariés, puisque naturellement il est prévu des choses à compléter, notamment la motivation factuelle, je dirais, notamment pour des motifs personnels. Donc, c'est pas du tout, puisque la CGT notamment a déjà rué dans les brancards s'agissant de cette facilitation du licenciement. Ce sera a priori en réalité, comme on peut s'en douter, pas le cas, puisque même si on le verra, il y a des modulations en termes de motivation. Il est sûr qu'en tout cas, c'est fort heureusement pour nous, ces modèles CERFA ne remplaceront pas le rôle de l'avocat dans la construction du motif. Mais c'est un template un peu général, ça simplifie une certaine partie du formalisme, mais... Alors oui, exactement. En fait, il se présente de manière tout à fait classique, mais ça donne à l'employeur tous les points auxquels il va devoir penser au moment. Voilà, c'est un peu la checklist. Exactement, au moment de la rédaction de la lettre. Donc nous, notre rôle, il est quand même, comme disait le Sandra, il va quand même être nécessaire pour construire le motif de licenciement. Mais si certains veulent le faire seuls et en tout état de cause, ça permet d'avoir une idée. Et on en parlera tout à l'heure parce que ça peut être utile aussi pour le salarié qui va connaître ses droits dans le cadre, et on va aborder le point sur la précision du motif, mais il va y avoir des règles qui sont prévues pour le salarié. Et puis en tout état de cause, lui n'aura pas à ouvrir un code du travail ou aller voir un avocat. S'il veut le faire, tant mieux pour lui ou tant pis pour nous, enfin à la limite... c'est dans le débat, mais toutes les informations sont là. Donc, on a des modèles qui sont tant pour l'employeur, parce qu'effectivement, ça va faciliter leurs tâches, mais dans les faits, tous les employeurs ont déjà des modèles et les utilisent. On aura cette checklist qui va nous aider. Et pour le salarié, contrairement à ce que pense visiblement la CGT, c'est pas une porte ouverte à tous les abus. On n'a pas à finalement remplir le nom du salarié, envoyer la lettre, et puis on est sûr d'avoir un licenciement qui est valable. Le motif de licenciement sera de toute façon regardé. Donc là où il y a des avancées par rapport à ce qu'on avait avant, c'est qu'on a effectivement une facilitation dans la rédaction de la lettre. Dans la forme, mais sur le fond, ça ne changera pas la face du monde. Sur le motif, quelle nouveauté là on peut avoir en tête importante ? Effectivement, c'est la possibilité qui est offerte à l'employeur donc de préciser a posteriori le motif, soit sur demande du salarié. Donc on pourrait ne rien remplir en gros.
C'est un peu ça. On peut ne rien remplir. En tout cas, on peut mettre la grande ligne. Et effectivement, après, à charge pour le salarié de solliciter l'employeur, donc a priori dans les 15 jours de la première présentation de la lettre, afin de connaître, d'obtenir des précisions sur le motif. Ou bien, donc, unilatéralement, l'employeur peut décider, dans le même délai, de compléter les éléments qu'il a d'ores et déjà invoqués dans la lettre de licenciement. À noter que le projet d'ordonnance prévoyait une possibilité de compléter, c'est-à-dire qu'en gros d'ajouter un motif différent du motif initialement prévu, ce qui était pour le coup peut-être un peu too much. Effectivement, on est revenu dessus, donc l'ordonnance définitive ne prévoit que la possibilité de préciser. Ultérieurement. Ce qui est logique avec la procédure du licenciement, dans le sens où on est censé, dans le cadre de l'entretien préalable, aborder tous les points qui font l'objet du licenciement avec le salarié. Dans la lettre de licenciement, en toute logique, on va les prévoir de nouveau. L'idée n'est pas de prévoir la possibilité d'en ajouter, d'en sortir du chapeau dans les 15 jours qui suivent et d'en rajouter dans la lettre. Donc l'idée, c'est vraiment la précision du motif du licenciement. Personnellement, dans le cadre de licenciement pour motif économique, il m'arrive très souvent d'avoir des confrères qui soulèvent, dans le cadre de contentieux, le fait qu'on n'ait pas prévu explicitement l'impact de la réorganisation sur l'emploi du salarié, modification du contrat, suppression. Là, en l'occurrence, si ça passe à la trappe, j'ai envie de dire, au moment de la rédaction de la lettre, alors même que dans les modèles, c'est bien prévu, donc il n'y a pas de raison, et surtout si on vous assiste, il n'y a aucune raison que ça ne figure pas dans la lettre, mais si jamais ça ne devait pas figurer, en l'occurrence, on aurait la possibilité de revenir dessus et de le préciser dans les 15 jours qui suivent la notification de la lettre de licenciement. Ok, donc ça c'était les premiers atouts, on va dire, simplification de la vie des entreprises, d'un formalisme, une procédure qui est un peu plus simple, un peu plus souple, le motif après. Le cœur du sujet, c'est aussi cet aspect prévisibilité des effets de la rupture et notamment des coûts. Et donc là, on va avoir un slide pour éviter d'annoncer tous les éléments qui concernent la barémisation. Alors, on a effectivement un plafond en plancher. Voilà, en fonction de l'ancienneté du salarié, et puis qui a été divisé en fonction de la taille de l'entreprise, puisque ça a été validé par le Conseil constitutionnel que des très petites entreprises, donc moins de 11, pouvaient avoir un plancher différent des autres. On s'est posé la question de savoir si ça pouvait être une nouvelle fois invalidé par le Conseil constitutionnel. Les derniers barèmes, le barème qui est actuellement applicable, en tout état de cause, tient compte des décisions qui ont été rendues par le Conseil constitutionnel sur le fait qu'effectivement, il fallait qu'on tienne compte de l'ancienneté du salarié. Et donc, c'est ce qui a été fait dans le cadre du présent barème. On peut voir que, mis à part pour des très petites anciennetés, donc de 0 et d'1 an, le minimum a été divisé par 2, puisqu'on était à 6 mois de salaire jusqu'à présent. Et on est passé à 3 mois de salaire en minimum pour des sociétés qui ont plus de 11 salariés. Alors, ça, donc vous disiez, divisé par 2. Ce qui a été aussi divisé par 2, c'est finalement les délais de contestation. Exactement. Puisqu'on est passé de 24 à un an, 12 mois, de 2 ans à 1 an. Voilà, pour la contestation de la rupture du contrat de travail. Sachant qu'on le verra, il y a malgré tout effectivement certaines actions qui demeurent dans des délais qui sont un peu plus longs et qui devraient donc effectivement donner l'occasion de tenter d'échapper à cette réduction de la prescription. Et il y a effectivement des dispositions transitoires à avoir en tête pour les licenciements qui vont intervenir ou qui sont intervenus depuis l'adoption de l'ordonnance. Parce qu'elle est entrée en vigueur sur ce point donc le 24 septembre, pour les licenciements qui sont notifiés depuis le 24 septembre dernier. À savoir qu'en gros, la mise en œuvre donc, de l'ordonnance ne peut pas en fait impacter la durée totale. La durée totale ne pourra pas effectivement excéder la prescription antérieure, c'est-à-dire les 2 ans. Donc pour vous donner un exemple très simple, vous notifiez le 1er janvier 2017.
Du coup, initialement, vous pouviez effectivement contester la validité de votre licenciement jusqu'à fin mai 2019. À la parution de 1er juin, fin mai ? Ah pardon. Alors 1er juin, pardon. Allez, 1er juin 2017, donc 31 mai 2019. Depuis la parution de l'ordonnance, du coup, 24 septembre 2017, vous pouvez effectivement contester désormais que jusqu'au 23 septembre 2018. À savoir qu'en gros, vous n'avez plus vos 2 ans et vous avez vos 1 an à compter de la publication. Donc voilà, des petites choses à avoir en tête et effectivement, bien entendu, sans effet sur les prescriptions qui étaient déjà acquises donc au moment de l'ordonnance. Donc ça fait quand même réduire, si on se dit une fois que ces mesures transitoires sont passées, la règle c'est 1 an, donc ça réduit quand même le risque de l'épée de Damoclès du contentieux qui pendait au-dessus de la tête de l'employeur. Et c'est ce que disait Pierre-André Humbert, on va y arriver, tout à l'heure, sur l'épée de Damoclès, c'est la prévisibilité, plutôt que d'avoir 2 ans au cours desquels les salariés pouvaient éventuellement, le dernier jour, déposer un recours. On a réduit tous les contentieux concernant l'exécution du contrat de travail à 12 mois, ce qui finalement revient à la prescription qui était celle prévue concernant la validité du motif du licenciement. Donc il y a une règle, ça a été généralisé pour toutes les ruptures des contrats de travail. Bon, donc prévision du risque financier, puisqu'on est dans cette échelle barème plafond, et puis du risque contentieux. Alors voilà pour les employeurs. Pour les salariés, là aussi, vous avez tenu à présenter aussi les bénéfices qui peuvent tirer de ces ordonnances. Vous l'avez dit, on va peut-être pas revenir sur l'histoire de la lettre du modèle de licenciement. Oui. Vous l'avez dit, c'est aussi bénéfique pour les salariés qui connaîtront tous leurs droits qui seront recensés dans cette lettre-là. Si on dit peut-être un mot de l'indemnité légale de licenciement qui, elle, a augmenté. Tout à fait, l'indemnité légale de licenciement a tant augmenté donc, dans son... On a un petit slide, ouais. Celui que vous avez passé, qui n'aurait pas dû passer. Voilà. Tout d'abord, effectivement, on peut en bénéficier à compter d'une ancienneté de 8 mois contre 12 mois auparavant. Et également, bien entendu, son taux a augmenté puisqu'on est passé à donc, 1/4 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et ensuite 1/3 au-delà de 10 ans alors qu'on était sur 1/5 effectivement jusqu'ici. Ce qui est juste une prise en compte, je dirais, d'une réalité, sachant qu'on est très, très, très souvent, dans la majeure partie des cas, sur des indemnités conventionnelles qui sont plus élevées, effectivement, que l'indemnité légale. Mais quand on est donc sur une seniorité, sur une ancienneté plus faible ou sur quelques sociétés qui n'appliquent pas de convention collective, effectivement, l'indemnité légale a donc été revalorisée dans le bon sens, puisque ça faisait des montants parfois vraiment très, 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 très faibles pour des gens qui avaient malgré tout une seniorité importante. Et donc ouverte aussi au plus grand nombre, on va dire, enfin un nombre plus large, compte tenu de cette ancienneté requise qui est réduite. Exactement. À 8 mois. Mais c'est vrai qu'on encourage du coup maintenant, enfin nous on le fait, mais on encourage aussi les sociétés à bien vérifier du coup la comparaison entre les indemnités légales et les indemnités conventionnelles, puisqu'en fonction de l'ancienneté et de la convention collective qu'on applique, on ne sera pas forcément sur une indemnité conventionnelle plus favorable, ce qui était le cas quasiment jusqu'à maintenant à 99% des cas, où on disait, bon, de toute façon, l'indemnité légale, on ne la regarde même pas, elle sera largement dépassée par l'indemnité conventionnelle. Donc là, il faut vraiment faire la comparaison des deux dans le cadre du licenciement. Alors revenons-en à la question du barème. Nous avons parlé tout à l'heure. Vous l'avez dit, Sandra, il y a un certain nombre de cas, même si c'est la règle, ce plancher, ce plafond, c'est la règle générale, il y a un certain nombre de cas spécifiques pour lesquels ce barème sera exclu. Ce ne sera pas ce référentiel qui sera pris en compte. Tout à fait, puisque donc ce barème, il s'applique en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais bien entendu, il ne s'appliquera pas en cas de licenciement nul, sur lesquels on va rester sur un plancher de 6 mois. Donc les licenciements nuls, c'est effectivement la violation d'une liberté fondamentale, c'est la discrimination, le harcèlement, et effectivement également la violation du statut protecteur lié notamment aux accidents du travail, la maternité, etc. Donc effectivement, ce sont des cas dans lesquels on va maintenir une prescription qui sera donc à 5 ans. Et effectivement, ça n'impacte pas non plus les actions qui sont liées plus à l'exécution du contrat de travail, typiquement les
les actions qu'on a le plus, ce sont des actions en rappel de salaire, qui pour le coup se prescrivent par 3 ans. Donc ça, on reste en dehors, vous l'avez dit, 6 mois minimum et 5 ans pour les cas que vous avez mentionnés. Alors du coup, on se dit les salariés vont tenter leur chance, non? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir un certain nombre d'actions pour faire sauter le barème et pour sortir de ce cadre-là? Alors c'était déjà le cas jusqu'à maintenant. Ouais. On avait quand même pas mal d'actions en harcèlement moral. On a du sexuel, mais c'est surtout du moral, où on avait l'impression que les salariés tentaient leur coup à chaque fois et essayaient de démontrer une situation de harcèlement moral. Aujourd'hui, effectivement, ils vont essayer, c'est tentant, encore plus aujourd'hui, de rattacher le motif du licenciement à une situation préexistante de harcèlement. Et puis, à mon avis, tous les autres motifs éventuels de discrimination vont servir. On a abordé le point de la prescription de 3 ans concernant le rappel de salaire. On peut imaginer des salariés qui vont essayer de faire sauter le plafond des 3 ans en disant « bon, bah, finalement, j'ai été discriminé par rapport à quelqu'un d'autre dans la société ». Et donc, on n'a plus 3 ans pour agir, on en aurait 5 puisqu'on serait sur un fondement discriminatoire. Et donc, en l'occurrence, je pense que tous les moyens qui seront ouverts aux salariés pour essayer de dépasser ce délai qui est limite de prescription vont, et par la même occasion, le barème, vont être utilisés. Donc, à mon avis, ça va être, en plus du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est une demande classique, on va avoir énormément d'autres demandes qu'il va falloir effectivement gérer, prévoir peut-être en amont avec les sociétés, effectivement gérer. Et qu'est-ce que ça va laisser comme marge de manœuvre aussi au juge, le fait de se dire je suis encadré dans un barème, quel va être mon pouvoir d'appréciation, comment je vais regarder aussi tous ces contentieux qui vont être portés par les salariés qui veulent faire sauter ce barème, quel rôle va-t-il avoir in fine? C'est justement là où on a hâte d'avoir nos premières décisions, à savoir ce barème, il est effectivement censé être obligatoire, va-t-il vraiment être respecté et surtout, s'il est respecté, comment vont-ils moduler, je dirais, à l'intérieur du barème, parce qu'on a quand même, à partir d'un certain niveau d'ancienneté, le plancher et le plafond, quand même un certain gap. Où vont-ils situer effectivement la limite? Et du coup, comment vont-ils appréhender toutes ces demandes annexes qui vont certainement arriver? Encore une fois, comme c'est déjà le cas, en tout cas s'agissant du harcèlement depuis, et maintenant je dirais de la discrimination depuis 1 an ou 2 également, avec ces contentieux qui fleurissent. Comment effectivement le juge va combiner ces demandes et où va-t-il mettre le curseur sur effectivement les choses qui peuvent être demandées en plus, comment il va falloir documenter et motiver ces demandes pour qu'elles soient effectivement acceptées. Et en fonction de ça, effectivement, quel impact on va avoir, nous, en fonction des visions qu'auront les juges, et en premier lieu, bien entendu, les conseillers prud'homaux, ce qui va nous impacter en tant que conseil sur l'aspect qui est la négociation. Oui, effectivement. Alors, pour en revenir juste un peu en arrière, on a toujours eu comme position de dire, bon, les demandes annexes, alors souvent, elles sont, quand je parle de demandes annexes, on pense à du préjudice moral, qui sont souvent demandées par les salariés. On a tendance à dire, dernièrement, bah, écoutez, de toute façon, ce sera inclus dans l'indemnité pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse. Souvent, c'est pas documenté. Et on avait jusqu'à maintenant tendance à se dire, bon, bah, de toute façon, ils feront un package, ce qui est assez souvent le cas, puisque, sauf rares exceptions, de toute façon, ils les déboutent sur ce point. Aujourd'hui, ces demandes, à mon avis, elles vont être regardées un peu plus précisément. Donc, je pense que les salariés, de leur côté, vont essayer de les documenter aussi davantage pour justement qu'elles soient entendues par le juge. Et on risque d'avoir des situations où, effectivement, notamment quand on a un barème qui n'est pas forcément celui qu'aurait appliqué le Conseil de prud'homme, qui se trouve un peu à la limite, va se dire, bon, bah, je vais quand même allouer des dommages et intérêts pour préjudice moral à ce salarié, parce que je ne peux pas lui donner dans le cadre du barème, et donc je vais lui donner autre chose. Donc c'est un peu le risque. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont les premières décisions pour voir comment c'est géré au quotidien
par le Conseil de prud'homme. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait un barème qui n'était pas obligatoire et on nous avait dit assez clairement que de toute façon, ils ne l'appliqueraient pas. Aujourd'hui, il est obligatoire, donc on va voir comment ils vont faire. Ils ont un barème qui est quand même assez large et comme le disait Pierre-André Humbert, il correspond à la pratique et à la réalité. Mais ça fait quand même hurler les syndicats parce qu'ils considèrent que c'est pas normal. On a des exceptions. Je pense que les salariés vont s'en servir. Bien, vous aurez du pain sur la planche contentieuse dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé avec nous de manière vivante et claire ces enjeux.